Comment en êtes-vous venu à enregistrer des livres ? Tout simplement parce que moi je fais déjà du travail de studio en doublage de séries, de films. Ensuite j'ai rencontré ces personnes à Bruxelles, le responsable Jean-Jacques Quinet du studio 5 sur 5, qui m'a proposé de passer un casting voix pour enregistrer des livres, et l'idée me paraissait assez intéressante, et j'ai décidé alors de passer ce casting. Ensuite j'ai été choisi pour faire un premier livre qui était... je ne sais plus. Alors le premier, je sais que vous avez fait les Mazetti, mais je ne sais pas si c'était les premiers. Ah oui, non, c'était pas le premier. C'était pas le premier. Après les Marc Lévy, non, c'était les derniers. Oui, j'en ai fait deux. Et là, je viens d'enregistrer un Denis Lehane qui s'appelle « Vive la nuit ». Madame Lévy-Soussan m'a dit qu'il allait sortir, mais je ne savais pas qui allait le lire, donc tant mieux. Oui, c'est moi. Ça doit être le Laurent Gounel, alors, le premier que vous avez. Exactement. Comment est-ce que vous préparez un livre enregistré ? Les deux derniers en tout cas que j'ai fait, je n'ai pas eu le temps matériel parce que le dernier Lévy, il a fallu l'enregistrer très rapidement. Donc en termes de préparation, j'ai su que je le faisais. J'étais à Paris pour un boulot et la semaine suivante je suis rentré. On a commencé à enregistrer, donc il n'y a pas eu vraiment de prépa. C'est vraiment la lecture à vue, quoi. Le luxe, c'est qu'on peut s'arrêter et recommencer quand ça. Oui, heureusement. Quand on se trompe. Mais là, il n'y avait pas eu de préparation. Par contre, pour le mec de la tombe d'à côté, c'était par hasard que je connaissais l'histoire et que je m'étais préparé parce que je mis en scène le spectacle ici à Bruxelles. C'est drôle. Et le lendemain de la première du spectacle ici à Bruxelles, je commençais à enregistrer le personnage de Benny dans le mec de la tombe d'à côté. Donc je connaissais l'histoire, je m'étais un petit peu plongé dans le roman par rapport au spectacle, justement. J'avais lu quelques passages et j'ai réinjecté d'ailleurs dans le spectacle un peu plus d'humour à l'anglaise, comme j'avais identifié dans le roman. Je trouvais qu'il y avait un humour un peu, oui c'est ça, un peu à l'anglaise. Je trouvais, je me suis un peu inspiré de ce qu'il y avait dans le roman en matière d'humour et en matière de distance, un peu pour mettre davantage, pour mettre ça dans le spectacle. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, préféré ? Le fait de pouvoir bien préparer ou faire comme ça au pied ? Je préfère découvrir, moi. Faites-vous des gestes pendant l'enregistrement ? Oui, je fais des gestes. Parfois, ce sont des gestes très concrets. Quand on parle, par exemple, d'une petite distance, je marque la petite distance avec les doigts. Ou alors, quand je suis dans une longue phrase avec une digression, là, c'est la main qui bouge un peu à la façon d'un chef d'orchestre, comme pour tempérer un peu l'énergie de la parole. C'est marrant. Mais parfois, pas du tout. Mais quand je suis dans les phrases difficiles, quand j'ai besoin de ponctuer un mot ou des choses comme ça, parfois, c'est le corps aussi qui parle. Avez-vous une anecdote marquante à raconter qui s'est produite lors d'un enregistrement ? Pas vraiment, non, à part justement cette anecdote qui était assez amusante le lendemain de la première du mec de la tombe d'à côté, où je commençais à enregistrer ce livre en studio, tout en connaissant évidemment toute l'histoire, mais avec le plaisir de découvrir davantage. C'est vrai que je m'étais pas trop penché sur le livre avant, en travaillant. J'ai un peu laissé tomber un moment en me disant je suis un petit peu frustré parce que j'ai pas tout ce que j'ai dans le livre et l'adaptation me freine un peu, donc je vais cesser de me torturer en me disant il me manque ça. Effectivement. Je vais lire le bouquin. C'est peut-être c'est l'anecdote la plus marquante dans le cadre de ces enregistrements. Puis c'est vrai que c'est une coïncidence amusante. Ah ouais, c'est amusant, parce que j'ai passé mon temps à diriger cet acteur qui jouait ce personnage, et puis c'est à moi de le faire. Justement, pour le mec de la tombe d'à côté, je suppose que vous n'étiez pas avec Marielle Ostrovsky. Non, on l'enregistre chacun séparément de notre côté, d'autant plus que ce sont des chapitres bien séparés. Voilà. Un chapitre lui, un chapitre elle, donc on enregistre vraiment sans savoir ce que l'autre fait en plus. Je n'ai pas écouté ce qu'elle faisait. On est chacun dans notre monde, c'est ça aussi le point du roman, c'est que ces deux personnes que tout oppose vivent chacune dans leur monde. Ouais. Mais est-ce que vous vous êtes rencontrés ou pas du tout pour en parler ? Marielle, je la connais, oui, on s'est rencontrés, on en a... Et vous avez parlé de l'enregistrement et tout ça ou... Oui, mais sans plus. Simplement, on a parlé du plaisir qu'on a pris en le faisant. À le faire, oui. Et en se disant que c'est vrai que le livre a quelque chose d'un petit peu manichéen, on peut dire. Oui, ça fait un peu cliché aussi. Un peu. Mais c'est vachement bien écrit. Oui, c'est bien raconté, d'accord, tous les opposent, mais on arrive à les retrouver quand même. Enfin, c'est sympa. C'est assez tendre, c'est très tendre, c'est émouvant, c'est bien mené cette affaire. Et c'est vrai que dans le 2, elle arrive à être un peu moins manichéenne, je trouve. Ouais, c'est plus, je trouve ça plus, et c'est plus noir aussi. Ouais. Ah oui, le 2, oui.
Et justement, est-ce que vous imaginiez la lecture de Marielle Ostrovsky ou pas du tout? Vous imaginiez comment elle faisait désirer? Non, pas du tout. Non, absolument pas. C'est un peu la magie de ce qui se passe après qui fait que ça fonctionne. Ah oui, parce que ça colle très bien. Enfin, moi j'ai trouvé que ça collait très bien. Ah, super. Seriez-vous prêt à enregistrer un gros livre, 600 pages et plus? Bah là, le Denis Lehane, il fait 524. Ah oui, c'est quand même un gros livre, effectivement. Oui, c'est un gros livre. J'ai des collègues qui ont enregistré, par exemple, la trilogie Millennium. Là, ils sont partis 3 fois 700, 800 pages. Mais c'est vrai que quand on part en enregistrement, surtout les premières fois, on est là depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures devant ce micro et on se dit mais comment je vais tenir tout ce temps? Si vous avez un gros livre comme le dernier que j'ai lu qui va faire au final une quinzaine d'heures d'écoute, quand même. Moi j'en ai passé peut-être 24 ou 30, 25 ou 30 en studio. Mais il y a un truc qui se passe, on rentre dans une espèce de second souffle, un peu comme un marathonien qui parcourt une longue distance et finalement on se trouve bien dans ce petit studio un peu sombre, juste avec une petite lumière sur les pages. Et le dialogue avec l'ingénieur du son qui est quand même là pour contrôler, vous dire que vous perdez dans le sens, pour vous dire tiens là j'ai pas très bien compris, tiens là tu as mal prononcé, tiens fais attention à ça. C'est vrai qu'on alimente un petit peu la passion naissante autour du bouquin en se demandant tiens qu'est-ce qui va se passer, ah tiens ce personnage il est bien, fais attention que ce personnage ne ressemble pas trop à l'autre. Donc petit à petit les choses se construisent et s'affinent au fur et à mesure de l'enregistrement. C'est à propos de la mafia, c'est ça le Denis Lehane? Oui, c'est ça. Ça commence dans la fin des années 20, on est en pleine prohibition. Et c'est un personnage qui va se retrouver en prison après un braquage, le braquage d'une banque. Là, il va rencontrer un parrain mafieux pour qui il va finir par travailler une fois qu'il sortira de prison. Et là, c'est toute l'histoire sur 7 ou 8 années de ce petit gars de 23 à 24 ans qui prend de plus en plus d'importance dans le fonctionnement de cette filière d'alcool de contrebande. On s'attache énormément au personnage. C'est le même auteur que Mystic River, que Shutter Island. Y a-t-il des livres en préparation? Alors je pense pas, puisque vous venez d'en faire un. En ce qui me concerne, non, pas pour l'instant, pas que je sache. Je sais qu'il y a des choses qui s'enregistrent là-bas pour l'instant, mais lu par vous. Aimeriez-vous enregistrer pour d'autres éditeurs? Pourquoi pas? Le truc, c'est qu'il se trouve, je pense que les studios alors se trouvent tous à Paris. Je pense que Bruxelles, c'est le seul. Et maintenant, le marché des acteurs français est suffisamment large et suffisamment important. Y a-t-il un ou plusieurs livres que vous rêveriez d'enregistrer? Ah, le portrait de Dorian Gray, je rêverais d'enregistrer. Ah ouais. Oui, c'est J'ai adoré ce bouquin. Je crois que je l'ai lu 3 ou 4 fois. C'est bien le seul d'ailleurs que j'ai lu plusieurs fois. Ou bien un bouquin genre Stephen King ou un truc vraiment d'angoisse. Écoutez-vous des livres? Non, par contre je les donne à écouter. Je donne les miens parce que je reçois chaque fois le CD du bouquin. Et par contre là, ma soeur, ma famille, des amis, je reprête les bouquins. Et vous avez des critiques alors? Oui, vous avez des retours sur ce que j'entends. Ils disent qu'ils entrent bien dans l'histoire et ils trouvent très plaisant parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui ont l'habitude du livre lu, pas entendu ou écouté, donc c'est une nouvelle expérience pour eux et ça change un petit peu de l'approche de la littérature. Ouais. Ça fait une autre façon de voir, d'entendre, on va dire. J'imagine. C'est vrai que nous, quand on lit, moi en tout cas, j'aime bien, et puis forcément, comme quand on lit chacun pour soi, on s'imagine son décor, on s'imagine la maison, on s'imagine le jardin à sa façon, la route décrite telle qu'elle. Et c'est vrai que quand on lit, on voit les choses qu'on décrit, on se fait une image mentale des lieux, et plus on s'accroche à ces images mentales, plus je pense que la qualité de la lecture et la qualité de perception de l'auditeur est importante. Parce que c'est un effort pour nous aussi de développer ces images et chaque fois de se retrouver, il est dans son bureau, on retrouve l'endroit qu'on a déjà décrit plus tôt, donc on est automatiquement dans une façon de parler, on n'installe pas une acoustique parce qu'on on contrôle pas tout ce qui est technique, mais mentalement on se crée un décor dans lequel on se reglisse à chaque fois et je pense que c'est un plus pour l'auditeur. Oui, je pense aussi. Je travaille avec un metteur en scène anglais qui défend l'idée que ce que l'acteur, on parle de théâtre, ce que l'acteur voit dans sa tête ou imagine, le spectateur le verra. Et ça doit être pareil pour le livre audio, à mon avis. Plus vous êtes immergé, plus vous imaginez, mieux, je pense, parce que vous allez lire d'une certaine manière, et effectivement. Oui, absolument, je pense. J'ai lu que votre femme était Valérie Lemaître.
Exact. Je ne la connais pas du tout, sauf pour des enregistrements qu'elle a fait pour Audiolib. Et donc ma question c'était, est-ce que c'est vous qui lui avez donné envie d'enregistrer ou elle a dit comme ça? Il se trouve que moi j'avais le contact avec Jean-Jacques de Studio 5 sur 5 ici avant elle. J'ai proposé à Jean-Jacques de la rencontrer pour qu'elle passe un petit essai voix et ça a fonctionné, là, elle avait enregistré... oui, elle a fait les chants d'Ernagor. Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai pas demandé à l'interviewer, parce que je l'ai très peu entendu, étant donné que les chants d'Ernagor, j'accroche pas, donc je les ai pas lus. Ah, ouais. Je l'ai juste entendu dans La couleur des sentiments, où elle a fait juste un petit rôle. Et oui, aussi dans le Eric Emmanuel Schmitt, La femme au miroir, où elle a fait aussi un petit rôle. Ah, c'est possible. Oui, oui. Donc, moi, je n'ai jamais fait de petites interventions dans des livres comme ça, ou bien je les lisais complètement, excepté pour le mec, les Mazzetti. Non, mais là, oui, c'est vrai, elle avait deux petits rôles, et donc du coup, je me disais, je la connais pas assez vocalement. Et du coup, j'ai également lu, mais l'interview date de 2008, que vous aviez des projets de séries télé avec elle. Avec elle, exactement. Elle est dans l'écriture de cinéma depuis longtemps, pas très régulière, parce qu'on a notre métier d'acteur de théâtre ici à Bruxelles. Mais c'est quelque chose qu'elle a développé il y a déjà peut-être une petite vingtaine d'années avec une réalisatrice qui s'appelle Martine Doyen, avec qui il avait coécrit à l'époque un court-métrage qui s'appelait Noël au balcon. Oui. Nous avons tourné la suite de ce court-métrage une quinzaine d'années plus tard qui s'appelait Pas cotisons. Oui, quand même. Et oui. Et là, avec la même réalisatrice, il y a 7 ou 8 ans, ils ont coécrit un film qui s'appelle Coma, et qui, il y a 5 ans, je crois, a été sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes. Et ça, c'était avec l'acteur principal, c'était Arnaud, le chanteur belge, le chanteur hollandais, et Valérie, donc ma femme, qui elle jouait le rôle principal féminin, puisque personne ne lui proposait de rôle au cinéma, elle a décidé de se sélectionner elle-même. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Il y a eu un très beau succès d'estime de la profession. Je me souviens que Michel Piccoli n'avait pas tari d'éloges sur l'interprétation de Valérie dans le film. C'est un film d'auteur, c'est un film peut-être un peu confidentiel, mais voyez si vous avez l'occasion. Ça s'appelle Coma, K-O-2-M-A. Et les séries télé, ça en est où? Alors les séries télé, elle était en écriture, elle l'est toujours d'ailleurs. Maintenant, on est en développement de ce projet. C'est une série qui est adaptée d'une pièce de théâtre qu'elle avait écrite il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et ça avait été joué avec des actrices qui à l'époque c'était des gens assez proches de nous, et des actrices qui étaient avec elle au Conservatoire de Bruxelles ici. Et c'était une pièce qui relatait le braquage d'une bijouterie par une bande de 5 femmes, au profil toutes différentes. Et la pièce commençait par le moment après le braquage où elles se retrouvent dans leur abri. Et la série s'inspire de ça. On reprend les mêmes personnages, mais là on prend l'histoire avant. C'est-à-dire qu'on commence au recrutement des filles, avec une espèce d'entraînement qui se passe, l'achat des armes, le plan pour faire l'attaque de la bijouterie. Là, en l'occurrence, c'est devenu une banque. Et d'autres personnages sont venus s'ajouter alors lors de l'écriture. Et oui, puis c'est une série. Au départ, qui se destinait pour le web. Donc c'était des formats de 5-6 minutes par épisode, dont nous avions d'ailleurs tourné 3 pilotes à l'époque, il y a 4 ans. Ce sont des pilotes qui sont tombés dans les mains de jeunes producteurs parisiens qu'on avait rencontrés à La Rochelle au festival d'audiovisuel là-bas, festival de téléfilms, et qui ont aimé et qui ont décidé de prendre le projet sous leur aile et de le développer. Donc dossier, écriture, réécriture, redossier, rencontre avec des producteurs, des chaînes. On est passé de l'idée de faire un format alors de passer en 26 minutes. Parce qu'on va rencontrer les chaînes, là, on vous demande, nous, ce qui nous intéresse, c'était le format. Nous, c'est plutôt ça. Tiens, c'est avec des hommes. Il faut qu'on se mette d'accord. Donc, il y a beaucoup de discussions, des compromis, parfois à faire, des compromis qu'on ne veut pas faire. Puis, on a même pensé à l'unitaire. On a même pensé à faire un 3 fois 1h30. Et là, on est revenu à l'idée de quitter la première, de le faire en série web, puisque il y a une chaîne publique française intéressée, enfin la branche web d'une chaîne publique française qui est intéressée à la production
de cette série. Donc on partirait peut-être, si tout va bien, pour un tournage dans les quelques mois qui viennent, mais bon, tout ça se décide encore au dernier moment, et les épisodes sont pas encore tous livrés, donc il faut encore l'aval de la chaîne en fonction de la fin de la phase d'écriture. Et vous serez dedans ou comment? Moi, je réaliserai. D'accord. Ah, ben oui, parce que j'ai lu effectivement que vous étiez, vous touchiez à tout, acteur, réalisateur, doublage. Bah oui, par curiosité. Mais c'est bien, hein. C'est bien un peu de s'ouvrir. Et puis là, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, l'année prochaine en théâtre, en tout cas pour l'instant, j'ai toujours pas de proposition, mais il y a ce projet qui risque de se faire. Alors là, c'est de la réalisation. Il y a d'autres choses qui peuvent encore tomber. Les studios de doublage, par exemple, c'est des choses assez régulières ici. Oui, quand même. Et puis je me donne des choses à faire. C'est vrai que je fais des combats, je règle des combats d'escrime ici pour le théâtre. J'ai lu aussi que vous étiez scrimeur. Oui. Passer d'une chose à l'autre, ça me plaît pas mal. Je suis aussi l'assistant d'un grand metteur en scène anglais, ce qui est quand même très valorisant. C'est un monsieur qui s'appelle Declan Donnellan, et c'est un grand monsieur du théâtre au niveau international. Il est au devant de la scène de ce qui se fait pour le moment. Et là, je travaille pas en tant qu'acteur, je l'ai rencontré en tant que... Je suis devenu son assistant à l'occasion d'un boulot ponctuel que j'ai fait à Londres il y a une dizaine d'années. Et puis là, il a retravaillé en français avec des acteurs. Il m'a demandé de l'accompagner sur les boulots. Je l'ai fait. Là, dernièrement, pour l'instant, se joue Ubu-Roi, Jarry, qui se joue à Londres. C'est joué au Théâtre des Gémeaux à Sceaux en mois de février. Ubu-Roi, ça doit être bien. La pièce est bien à lire, mais je l'ai jamais vu jouer. Oui, là, il la replace de façon assez originale dans le cadre d'une famille bourgeoise d'aujourd'hui. Ça doit être très bien. Et puis, c'est une famille, un couple et un enfant, et c'est l'enfant, par son imaginaire, qui fait basculer les adultes dans les personnages et dans l'histoire du Ubu-Roi. Donc on est entre deux mondes qui frictionnent entre les deux. Effectivement, ça doit grincer. Ah oui, pas mal. Oui, parce que bon, l'image de ce couple bourgeois reste quand même imprimée au travers de ce qu'on découvre d'eux quand ils deviennent père et mère Ubu. Et ça nous rapproche quand même pas mal de ces personnages, de les voir dans des atours de personnes qu'on connaît autour de nous. Oui, voilà, c'est ça. On doit se dire, finalement, ils sont pas si éloignés que ça, les Ubus de nous, quoi. C'est ça, et ça marche assez bien, je veux dire. Envisagez-vous de faire de l'audio-description? Je ne connais personne qui fait ça ici. Et oui, je ne sais pas si en Belgique on en fait, mais étant donné qu'il doit y avoir de plus en plus de programmes audio décrits, apparemment, d'après la loi européenne, peut-être que ça va se développer en Belgique aussi. Ah, peut-être, oui, peut-être, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, évidemment, si ça rentre dans mes cordes, oui, évidemment. Ouais. Faites-vous particulièrement attention à votre voix dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, non. Quand je travaille, et alors bon, évidemment, étant belge, enfin moi je suis italien, mais j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie en Belgique, c'est vrai qu'on doit faire attention à l'accent parfois. Mais justement, je voulais vous faire remarquer, quand vous enregistrez, on n'entend pas l'accent. Non, parce que sinon le bouquin ne serait pas accepté à Paris. Mais c'est dommage parce que c'est pas non plus horrible. Moi je trouve que c'est joli. Enfin c'est pas. Non, bien sûr, mais enfin bon, il y a une certaine neutralité dont on a besoin. En italien, on parlera du florentin, qui est l'italien parfait. On va commencer à s'amuser à enregistrer des bouquins en romain ou en ceci ou en cela. C'est vrai. Oui, mais l'accent. Les Anglais, par exemple, n'ont pas du tout ce souci. Dans les films anglais qu'on voit, vous avez des personnes qui ont des accents différents. Ouais, et puis ça passe. Et le problème ne se pose pas du tout. C'est partie de l'identité du film. Là, je fais un peu attention aussi. Là, je ne me pose pas la question. C'est vrai juste que je fais attention à ce que je raconte. Et c'est facile ou pas? Parce que quand vous enregistrez, c'est vrai qu'on n'entend pas du tout. On n'y pense pas. On se met juste en mode prononciation standard. Standard, ouais, bien sûr. Ouais. Comptez-vous créer un site internet afin d'être plus visible? J'y ai déjà pensé, mais ça fait pas partie des choses qui me viennent naturellement, je veux dire. Quels sont vos centres d'intérêt, mis à part tout ça? La musique, je joue un peu de guitare aussi. Là, je travaille avec des acteurs, on est tous musiciens aussi un petit peu. Et on a créé un truc qui s'appelle le bal des acteurs. Et régulièrement, on fait des bals. Et là, on est une quinzaine, on a une petite section de cuivre, percussion, plus batterie, 2-3 guitares, une basse, 2-3 chanteurs et chanteuses. Donc ça m'occupe pas mal. Le cinéma, en tant que réalisateur, ça m'intéresse de plus en plus. Je suis d'ailleurs en train de préparer pour l'instant un film dans le cadre du Kino Cabaret. Ça se passe aussi à Paris. Ici à Bruxelles, ça se passe dans le cadre du festival du court-métrage. Et c'est un
film qu'on doit réaliser, enfin réunir l'équipe de tournage, acteurs et techniciens, tourner, monter, étalonner, mixer et montrer, donc projeter en 3 jours. Il y a une limite de temps dans la production du film, et le film lui-même ne doit pas dépasser 6 minutes 30, je crois. C'est parce que donc on a des projections tous les 3 jours, et il y a une quinzaine de films qui sont projetés. Il ne faut pas non plus que la soirée dure... oui, des heures, des heures. Voilà, donc il y a en 12 jours, il y a 60 films qui vont se faire. Et des films qui après peuvent avoir très bien une vie indépendante du Kino Cabaret. La seule obligation est de mentionner le producteur Kino Cabaret dans le générique du film. Oui, bon, rendre à César. César. On peut refaire un montage de plus de 6 minutes si on veut, si on a les plans pour le faire, pour allonger le film, si on veut le faire vivre dans les festivals de court-métrage internationaux. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ? À part le fait que je me réjouis de l'intérêt grandissant, puisqu'on parle de ça, du public pour les audiolivres, je trouve ça vraiment super. D'une part parce que ça nous donne du travail à nous acteurs, et oui. un nouveau créneau qui s'ouvre, mais aussi parce que ça peut faire découvrir la lecture, la littérature à des personnes qui freineraient des 4 fers à l'idée de prendre un livre et de tourner des pages. Et puis comme ça s'adresse à un marché qui n'est plus seulement destiné aux aveugles. Oui, on essaie de le développer pour les autres. C'est très bien, parce que par exemple j'ai un fils de 14 ans qui n'aime pas lire. C'est vrai que l'idée qu'il écoute un livre pourrait peut-être le lancer un peu aussi sur l'envie et le désir de lui-même se plonger dans la lecture pour se faire ses petits films soi-même. C'est ça aussi. Oui, moi ce qui m'est arrivé de faire, c'est d'écouter ce qu'on appelait des dramatiques radio. C'est vrai qu'on voit tout un univers, on voit tout un décor aussi, et les voix vous façonnent des lieux et des décors de façon assez saisissante. Mais chacun les voit de sa façon aussi. C'est ça qui est fascinant, parce qu'on s'imagine la petite route de campagne, un peu c'est chacun la sienne. Et on s'approprie vraiment soi-même les décors. Oui, c'est vrai, en tout cas pour juste rajouter que si ça peut faire grandir l'intérêt pour la littérature en général, c'est vraiment super, quoi. Les vendeurs, on va dire les détaillants de tout ce qui est librairie commencent à mettre côte à côte dans les rayons les sorties CD et les sorties papier. Les sorties papier, c'est vrai que Marc Lévy là, il y a 2-3 semaines d'intervalle. Et le fait d'organiser des rencontres aussi entre les détaillants, ceux qui fabriquent les livres, les acteurs, les ingénieurs du son, les sociétés de production, Audiolib, tout ça. Ils ont fait ça. Ça, c'est bien qu'ils fassent ça. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Parce que du coup, les gens ils rencontrent des personnes qui sont derrière et qui ont la passion de cette chose-là. Voilà. Et alors, ils ne relèguent pas les CD au fin fond des rayons. Avant, c'était ça. Tout à fait. Merci. Avec plaisir, Elisabeth. C'est moi qui vous remercie infiniment de cet entretien. Au revoir.